L'invité de Smart Impact, c'est Alexandre Baudin. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur du bureau d'études de Logiscopia et vous publiez l'Habitat Permacole, le guide pratique de la maison écologique et autonome. C'est aux éditions Erol. Peut-être une présentation de ce livre en quelques mots pour commencer. Pourquoi vous l'avez écrit? À qui il s'adresse? Alors du coup, l'habitat permacole, donc c'est une nouvelle catégorie d'habitat qui va se focaliser principalement, comme le nom l'indique dans le titre, sur les aspects écologiques et autonomes de l'habitat. Donc il s'adresse principalement aux étudiants, donc tout type de métiers qui peuvent être liés à l'habitat, c'est-à-dire aussi bien des ingénieurs du bâtiment, des architectes, mais aussi des agronomes ou des paysagistes qui ont envie de pratiquer différemment leur métier. Donc il s'adresse principalement à la catégorie des bifurqueurs, en montrant qu'il est possible aujourd'hui de créer des habitats professionnels qui sont réellement écologiques. Aujourd'hui, c'est une préoccupation qui commence à prendre de la place, qui est ultra marginale. Comment vous la situez dans cet univers? Alors, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur l'habitat permacole. Ouais. Alors, clairement, c'est un habitat qui était essentiellement alternatif il y a encore une quinzaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, notamment depuis la période Covid, on voit qu'il y a un intérêt qui est grandissant. La limite qu'on va trouver, clairement, aujourd'hui, c'est d'un point de vue professionnel. On a du mal à trouver des personnes qui sont formées pour ce type d'habitat. Donc c'est la grande raison de la publication de ce livre, c'est de donner les clés pour justement former de nouvelles personnes à prendre le relais sur nos activités. Alors évidemment, les deux sont liés, mais on va détailler un peu écologique et autonome. Si vous deviez définir une maison écologique, sur quoi ça repose? Qu'est-ce qui peut rendre un habitat plus écologique qu'un autre? Alors là, vous posez vraiment la bonne question. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'habitat écologique, d'habitat autonome, et on ne sait pas les caractériser. Ouais. Je mets un panneau photovoltaïque sur mon toit, je suis écologique, enfin, en tout cas je suis autonome, et je fais une isolation peut-être par l'extérieur, je suis écologique. Ouais. Donc le problème est un petit peu plus complexe, et c'est pour ça que nous, dans notre modèle d'habitat, on travaille sur 12 axes. Et sur la catégorie de l'écologie, on va travailler sur 5 axes qui vont être le biosourcé, qui vont être la localité des matériaux, la santé environnementale, l'aspect climatique, les impacts climatiques, et la biodiversité. Donc c'est avec ces 5 axes-là qu'on va pouvoir définir un degré d'écologie d'une habitation. Sachant que chaque projet en fait, d'habitat répond à des besoins individuels et qu'il n'y a pas une manière de faire de l'écologie, mais toute une panoplie. Ah oui, ce que je comprends, c'est qu'en fonction du projet, on va pouvoir être plus ou moins efficace sur tel ou tel des piliers dont vous parliez, c'est ça? Ça, notamment, on va travailler beaucoup sur la rénovation. Donc quand on part d'un existant, on va avoir des contraintes. Donc l'objectif, ça va plutôt être le cheminement. On va voir d'où on part, on va avoir le gain réel qu'on va pouvoir obtenir, plus qu'une cible, plus que la cible en elle-même. C'est vraiment le chemin parcouru qui va nous importer. Et alors, si on prend justement des exemples de maisons anciennes sur lesquelles vous allez intervenir avec un projet de rénovation écologique et autonome, ça dépend de la maison, ça dépend du département dans lequel elle est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment vous travaillez le projet? Alors, ça dépend de beaucoup de choses. La première chose, comme vous dites, c'est d'ancrer l'habitat dans son territoire. Ouais. Donc, chaque territoire va avoir des contraintes et des spécificités particulières. Donc, bien sûr, on va avoir une méthode qui va s'adapter au territoire. Est-ce qu'on est à la montagne? Est-ce qu'on est proche de la mer? Est-ce qu'on est dans un climat qui va être très sec? Est-ce qu'on va avoir peut-être trop d'eau, etc. Donc on va vraiment faire du sur-mesure. On va présenter une méthode globale de conception et de réalisation, mais on va forcément faire du sur-mesure. On ne peut pas faire un modèle d'habitat qui soit écologique et duplicable comme des petits chevaux à l'infini. Sur l'aspect autonome, quels sont les piliers finalement d'un habitat autonome? Alors nous, on travaille avec 2 catégories principales d'autonomie. La première catégorie, qu'on va appeler l'autonomie individuelle, c'est vraiment ce qu'on peut mettre en place soi-même. Donc globalement, quand on construit sa maison, on va pouvoir travailler sur l'autonomie en eau, l'autonomie en énergie, on va avoir l'autonomie alimentaire et l'autonomie technologique. Sur des projets un petit peu plus complexes, qui vont porter une activité, ou des projets d'habitat collectif ou participatif, on va développer une autre catégorie d'autonomie, qui va être la catégorie d'autonomie collective, où là, on va prendre en compte les besoins sociaux, les besoins en compétences, et une catégorie qu'on appelle la permacircularité, donc qui va être à quel point l'activité économique qui va être sur place va être régénérative. En milieu urbain, c'est possible aussi? Alors, c'est un peu la démonstration qu'on fait dans le livre. C'est-à-dire que nous, clairement, on a commencé plutôt dans un milieu qui était rural. C'est beaucoup plus simple de faire de l'autonomie, notamment alimentaire et en eau, en milieu rural.
On a beaucoup travaillé ces dernières années aussi sur le milieu urbain. Et on peut travailler, en fait, le modèle, il va s'adapter à partir de 50 mètres carrés de terrain. On le montre dans le livre sur des projets qu'on a réalisés. Alors, bien sûr, l'autonomie et le réel impact écologique de l'habitat en milieu hyper-urbain sera différent du milieu rural. Mais comme je disais au début, l'important, c'est pas à quel point il va être écologique ou autonome, c'est le gain qu'on va pouvoir obtenir. Dans votre livre, vous utilisez le terme aggradation. Je connaissais la dégradation. Aggradation, c'est quoi l'aggradation ? C'est très bien, c'est clairement un antonyme. C'est un concept qui nous vient de la permaculture. L'aggradation, historiquement, permaculture, c'est le fait de transformer un terrain pour le faire gagner en fertilité et développer la biodiversité. Donc à partir du moment où on vient aggrader, c'est-à-dire qu'on va prendre c'est l'inverse de dégrader, tout simplement. Donc on va avoir une activité, alors souvent agricole ou autre, mais au lieu d'avoir une activité qui va dégrader, on va créer de la biodiversité, on va refertiliser les sols. Et ce concept, en fait, on peut l'étendre globalement à l'habitat et à toute activité économique. Donc ce que je comprends, c'est régénérer un écosystème par l'habitat. Vous nous avez parlé de processus. Ça veut dire que ça prend du temps, forcément ? Alors, ça prend forcément du temps. L'objectif, quand on s'inspire de la permaculture, c'est vraiment de créer un écosystème habité qui va être symbiotique du point de vue des individus et du vivant. Quand on dit symbiotique, c'est-à-dire que l'individu va prendre soin de son écosystème et il va lui rendre, notamment avec des éléments autonomisants. Cet équilibre, comme tout écosystème, il va falloir le travailler. Donc il va prendre du temps à se mettre en place. Il va falloir aussi jouer avec les rétroactions. Donc avant d'arriver à un état stable, il peut y avoir du temps, clairement. Ça peut prendre plusieurs années. Est-ce qu'il y a des projets de construction neuve qui s'inspirent déjà de ces principes de l'habitat permacole ? Bien sûr. Alors nous, on a travaillé sur de l'habitat neuf. C'est vrai que sur l'habitat neuf, on va avoir plus de latitude, notamment sur la partie vraiment construction. C'est plus facile quand la page est blanche, c'est plus facile d'aller chercher les matériaux biosourcés, etc. Donc on va promouvoir ce que nous on appelle le nouveau BTP, donc le bois terre paille. On va vraiment aller travailler le plus possible sur des matériaux biosourcés, géosourcés, locaux. Potentiellement sur quelque chose qui va être plus un modèle d'habitat qu'on va pouvoir décliner. Donc c'est clairement un des objectifs aujourd'hui, c'est que toute la construction neuve soit de l'habitat permacole. Mais le gros travail qui reste à faire, c'est clairement la rénovation d'habitats, et notamment les habitats ruraux anciens. Alors c'est une question très très générale, mais est-ce qu'on peut encore rêver de maisons individuelles ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la question de la densification, notamment en milieu urbain, elle est centrale. Il y a un vrai sujet. Alors, nous, ça peut sembler contradictoire avec la lutte contre l'artificialisation des sols, par exemple. C'est ça. Nous, ce qu'on va apporter, c'est une méthode professionnelle globale. Donc, on va être aussi bien sur le bâtiment, sur les aspects paysagers, voire agronomiques, agroécologiques. On va privilégier clairement des logements qui vont être sobres. Donc, qui dit sobre en général, c'est soit des logements qui vont être un peu plus petits, ou des logements qui vont avoir une part de participatif, de collectif. On aime bien porter des projets d'habitat justement participatifs où on va installer sur des anciennes fermes, des anciens corps de ferme, plusieurs familles qui vont travailler ensemble pour devenir autonomes. Après, voilà, quand on parle d'autonomie, on est autonome en fonction des besoins qu'on a. Donc clairement, plus on va être sur du logement qui va être sobre, donc petit ou collectif, plus on pourra atteindre facilement l'autonomie. Est-ce que ça veut dire, là je me place du côté de celles et ceux qui habitent dans ces logements, dans ces habitats permacole, est-ce que ça suppose d'être engagé, est-ce que ça suppose de vivre différemment ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour qu'il soit vraiment efficace cet habitat. Oui et non, c'est ça. C'est à partir du moment où de toute façon on va penser l'autonomie, on va vraiment prendre conscience de notre consommation, des ressources qu'on consomme au quotidien. Donc le fait juste de vouloir tendre vers l'autonomie, on va automatiquement adapter ses habitudes. Après, clairement, si ce qu'on vit, c'est une réelle autonomie et qu'on veut vraiment avoir un impact, nous, notre cible, c'est avoir un impact régénératif, c'est-à-dire le fait de vivre, d'habiter dans ce type d'habitat, on va venir endiguer les problèmes planétaires, l'objectif étant de rentrer dans les limites planétaires. Donc ça se fait forcément avec des compromis. Après, on peut par contre vivre dans un habitat permacole avec tout le confort, le mode de vie actuel. C'est juste que notre impact réel sera moins important. Est-ce que dans le cadre de votre bureau d'études, Logiscopia, vous voyez affluer les demandes? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, entre une période où vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'était un peu décalé par rapport aux préoccupations des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui viennent se renseigner, deux qui disent mais nous c'est comme ça qu'on veut construire à l'avenir?
Alors, l'intérêt, il est là depuis le début, il a vraiment explosé après la Covid. Avant, on avait plus de demandes de formation. Aujourd'hui, on a vraiment des demandes de réalisation. Ouais. Clairement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit le livre. On reste un tout petit bureau d'études. On est une association aussi qui fait la promotion de ce modèle d'habitat. Clairement, on n'a pas la capacité aujourd'hui de répondre aux demandes. Donc le but de ce livre, c'était de dire, voilà, on part d'un habitat qui peut sembler alternatif. Nous, on l'a totalement professionnalisé, c'est-à-dire qu'on est maître d'œuvre, on a une garantie décennale, enfin, on s'engage vraiment sur les résultats, comme tout professionnel. Et c'est vraiment pour montrer que, on en parlait tout à l'heure, c'est un habitat qui doit être ancré dans son territoire. On doit vraiment gérer énormément de particularités. Donc l'objectif étant de développer le même type de bureau d'études que j'ai pu monter à différents endroits du territoire. Et à ce moment-là, le livre, du coup, permet de dupliquer ce modèle et de l'adapter. J'ai gardé la question qui fâche pour la fin. Est-ce que c'est forcément plus cher ? Alors, c'est pas forcément plus cher. Globalement, on est sur la fourchette moyenne des prix de la construction, de la rénovation. Alors, bien sûr, on peut avoir des cas où, si on veut du haut standing, on aura forcément des prix plus chers. On a une particularité, nous, on vient du chantier social et solidaire. Donc, on fait du chantier participatif, du chantier école. Quand on veut clairement des choses qu'on ne trouve pas sur le marché, on a une grosse pénurie aujourd'hui d'artisans sur certaines pratiques écologiques. Elles ne sont pas encore diffusées, elles se diffusent progressivement, notamment la construction paille, mais c'est compliqué. Nous, on peut aussi inclure le maître d'ouvrage, donc le propriétaire, les personnes qui font les travaux dans les travaux. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle du chantier participatif. Et on va pouvoir, du coup, même réduire les prix. Alors, l'objectif n'étant pas de réduire les prix sur la main-d'œuvre, mais vu qu'on ne trouve pas cette main-d'œuvre-là, on va pouvoir avoir du logement moins cher en faisant participer les propriétaires. Merci beaucoup Alexandre Baudin. Votre guide pratique de la maison écologique et autonome est donc publié aux éditions Erol. Le zoom de ce Smart Impact, tout de suite, on parle des objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.